bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, le débriefing de la 3e semaine de compétition. Ça commence bien, il y a déjà quelqu'un qui a du vent dans son micro, je sais pas qui c'est. En parlant de vent, on va parler tout de suite et on va vous présenter tout de suite les gens qui sont avec nous aujourd'hui, avec celui qui a du vent dans le cerveau, mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Non mais s'il te plaît, quelle attaque tout de suite? T'as vu, j'aurais pu signaler que les Giants avaient gagné et tout, mais comme on va en parler dans l'émission, je me suis dit, si on se mange déjà une première dose au bout de 20 secondes d'émission, ça va pas le faire, quoi. Non, je ne dirai rien. Tu ne diras rien, tu ne diras rien. Même pas bonjour aux auditeurs. Salut à tous les agents libres. Il faut lui rappeler les bonnes manières, lui. Hein. Oui. N'oubliez pas de préparer vos stylos pour signer des gros contrats. Il y a des équipes qui en ont besoin. Je ne citerai personne, mais il y en a qui ont vraiment besoin de talent. Donc, n'hésitez pas. Cite personne, tu fais bien. Notre fan des Chargers qui a choisi visiblement la mauvaise équipe de Los Angeles à supporter cette semaine, c'est Flo. Salut Flo, comment ça va? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, c'était pas un très bon week pour le supporter des Chargers. Mais encore Comme tous les belles surprises. Exactement. Et j'ai hâte de pouvoir parler de ça avec vous. La victoire des Giants, bien sûr. Ah bah évidemment. Et celui qui n'est plus habitué à perdre, et alors encore moins d'habitude d'être en bilan négatif. On ne sait plus ce qui se passe en Californie. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes ceux. Eh bien, en effet, Flav, comme je te le disais en antenne, j'apprends jour après jour à vivre avec le goût amer de la défaite à la bouche et je continue d'avancer dans cette vallée de larmes, le dos courbé par la peine. En bref, vous aurez compris, les Niners ont perdu et c'est pas la joie chez moi. Et c'est pas fifou. C'est pas fifou, non, en effet. En parlant de pas fifou, Attends, on salue Mathieu Van Boel qui a repris ton expression dans sa dernière vidéo. J'ai fait école, je l'aurais jamais cru, dis donc, avec celle-là. Tout à fait. Moi, je voudrais juste citer un grand podcasteur qui a dit qu'il avait connu une traversée des déserts avec les Niners. Donc, tu réapprends techniquement ce que voilà, je retourne aux bases. Voilà. La vie est un cercle éternel, en fait. Un éternel recommencement. Voilà, tout à fait. Oui. Et si tu as besoin d'expression... l'avenir est un long 60, passé, comme dirait l'autre. Voilà. Oui, enfin, à l'époque, on avait quand même Nick Mullens comme quarterback. Hein. Bon, pas, mais on là, avait raison de traverser le désert. Hein. Et là, vous avez Brock Purdy, et c'est peut-être l'une des raisons d'espérer, d'ailleurs, des 49ers, mais on en reviendra. Et du coup, c'est pour ça que tu n'as plus ta coupe mulet comme dans les années 90. Ouais, maintenant, il a la coupe Mullens. Alors, on passe tout de suite à la première équipe. On va d'abord faire les confirmations. Alors, on va pas trop s'étendre parce que on reparlera des équipes avec un bilan parfait dans le podcast de mercredi. Donc, on va vraiment rester sur les matchs en eux-mêmes. Mais l'une des premières grosses performances de cette semaine, ce sont les Vikings du Minnesota, dans un match qu'on annonçait particulièrement serré contre les Texans de Houston. Normalement, deux équipes qui étaient plutôt en forme en ce début de saison, puisque toutes deux n'avaient pas encore perdu. Oui, mais voilà, les Vikings ont décidé de passer la surmultipliée, une victoire nette et sans bavure, Flo, 34-7, avec un Sam Darnold encore au plus que parfait, 4 touchdowns, aucune interception. C'est vrai, je pense que déjà on peut un petit crédit au coaching staff des Vikings, parce que ça fait quand même déjà 3 victoires pour eux en 3 matchs. Avec des bons matchs, que ce soit offensivement comme défensivement. Comme tu l'as cité, c'est encore un Sam Darnold XXL hier soir, donc à 17 sur 28 à la passe, donc 61% de conversion pour 181 yards et 4 touchdowns à la clé pour 4 receveurs différents. Donc c'est important de le préciser. Pour rester dans le côté offensif, on a également Aaron Jones qui fait un très bon match également hier, avec 102 yards à la course au total. Et en plus de cela, 46 yards à la réception pour un touchdown à la passe. Et ne pas oublier bien sûr le wide receiver Justin Jefferson, qui fait également un très bon match hier, avec 6 réceptions pour 81 yards et 13,5 yards de moyenne par réception. C'est quand même énorme. Et pour finir sur les Vikings, je voulais préciser également le très bon défensif qui force 2 interceptions de CJ Stroud, qui ne nous a pas du tout habitués à ça. Il cumule avec ça 5 sacs, c'est quand même énorme
pour une O-line qui était pourtant quand même efficace du côté des Texans. Et une stat également très importante, c'est que les Texans ont été une seule fois en red zone pour un touchdown, mais c'est trop peu pour pouvoir réussir à rivaliser face aux Vikings hier. On a des Vikings, Seb, qui nous impressionnent offensivement. On en a parlé avec Sam Darnold notamment. Mais surtout défensivement, l'arrivée de Brian Flores comme coordinateur défensif qui a semblé complètement transformer cette franchise. Encore une fois, 7 points encaissés contre une attaque qu'on présentait avant le début de saison comme extrêmement flamboyante. C'est exactement la réflexion que je me suis faite en voyant le match dimanche soir. En fait, la défense de Flores, elle a refait la même chose que contre San Francisco la semaine précédente. Ils ont blitzé et ils ont feinté le blitz. Ils ont contrôlé la ligne de scrimmage. Bilan, c'est une défense qui n'a encaissé que 224 yards, qui a produit 2 interceptions, 5 sacs, dont 3 par Jonathan Greenward, et 10 défenseurs qui ont généré chacun au moins 2 quarterback pressures. C'est quand même pas rien. Et on a eu à nouveau l'impression, comme la semaine dernière, cette fois avec CJ Stroud, que plus le match avançait, moins Stroud était à l'aise derrière sa ligne. Au passage, c'est la première fois en 5 ans que Minnesota gagne un match par 24 points ou plus. Là, ils viennent de gagner à l'extérieur contre l'une des forces de la NFC. Dimanche, ils gagnent contre une des forces de l'AFC. Il va falloir prendre cette équipe au sérieux. Et puis, comme ça a été souligné précédemment, Darnold ressuscité, première fois de sa carrière qu'il lance plusieurs touchdowns lors de 3 matchs consécutifs. Il faut noter aussi que pour l'offense de Minnesota, il y a 12 de leurs 19 first downs qui sont arrivés par les airs. Et ils ont fait un très très beau 4 sur 5 dans la red zone. Match plein des 2 côtés du ballon. Et en plus, je n'ai pas eu l'impression que cette équipe jouait, une fois de plus, en sur-régime. Si effectivement c'est le cas, c'est inquiétant pour leurs adversaires dans les semaines à venir. Et alors, je compléterai juste ce que tu as dit parce qu'il y a une stat qui est assez parlante. Les Vikings en défense, c'est l'équipe qui concède le plus de tentatives de passe depuis le début de la saison. C'est en moyenne 40 tentatives de passe par match. 239 yards concédés à la passe, c'est seulement la 27e défense. Et pourtant, en nombre de points concédés, c'est la 2e meilleure défense de la NFL. Donc c'est quand même incroyable de se dire que les équipes avancent, mais qu'il y a toujours un moment où ils arrivent à faire un stop, à concéder peut-être qu'un field goal au lieu de prendre un touchdown. Et c'est vraiment... alors on parlera après des Steelers aussi qui s'appuient sur une grosse défense, mais pour l'instant, c'est vraiment la prime à la défense sur ce début de saison pour les équipes invaincues. Mon Yaya, qu'est-ce qui t'impressionne le plus, les performances de Sam Darnold ou la défense de Minnesota? Un peu les deux, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment la défense, parce que là c'était vraiment un statement défensif face aux petits chouchous, j'ai envie de dire, de tout le monde, qui sont les Houston Texans, qui nous ont énormément fait kiffer depuis la saison dernière et puis ce début de saison. Et ils ont un peu remis les pendules à l'heure sur ce match. Et surtout que Hunter, le rusher qui était l'an passé du côté des Vikings, est parti de l'autre côté. Et puis la défense continue de surperformer. Donc on pensait que c'était on va dire un one-hit wonder. Mais en fait, ils continuent, quoi. Ils sont à 3-0. Bon, comme tu as dit, vous allez en reparler mercredi. On peut juste préciser que le prochain match va être important contre les Packers de Green Bay la semaine prochaine. C'est un match intra-division contre les Packers qui eux aussi surprennent parce que c'est pas prévu dans le programme du jour, mais on peut quand même signaler leur victoire encore une fois avec Malik Willis derrière l'attaque qui a 2 victoires, 0 défaites depuis qu'il a repris les rênes. Donc ça va être un match intéressant contre les Packers. Oui, totalement. Et avec 2 équipes, une des grosses rivalités, puisque c'est déjà intra-division, mais une grosse rivalité, et on va voir ce que ça va donner. Attention, les équipes qui sont fortes au mois de septembre ne sont pas toujours celles qui performent et qui vont loin en play-off, mais pour l'instant, c'est la bonne surprise, et tant que ça gagne, ça gagne. Ils ont réussi à se mettre dans une dynamique de victoire
pourvu que ça reste. Et surtout, ils ont un joueur qui est fabuleux, c'est Justin Jefferson, qui les sort de la panade dès qu'il faut. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué, non, c'est pas notre genre. On a beaucoup parlé de Justin Jefferson pendant l'intersaison, du fait qu'il re-signe un gros contrat alors qu'il allait avoir Sam Darnold ou un jeune rookie, parce qu'on rappelle que normalement c'était JJ McCarthy qui était censé être le quarterback des Vikings. Hein. Sam Darnold est arrivé là parce que blessure de McCarthy avant le début de la saison. C'est le backup. Oui, c'est le backup. D'ailleurs, il y aurait un truc à faire sur les backups qui réussissent cette année. Entre Malik Willis, il y en a quelques-uns qui entre Andy Dalton, on va en reparler tout à l'heure aussi. Il manquerait plus qu'on ait un backup à Daniel Jones qui soit bon, et puis là, ça serait vite. Hein. Drew Lock, si tu nous entends. Et c'est ça, hein, c'est Drew Lock, hein, votre deux. Hein. Oui. Ouais, c'est les pauvres. Enfin, on sait même plus qui est un, qui est deux dans cette affaire. Bref, toujours est-il que c'est Sam Darnold qui performe et Justin Jefferson qui, au final, réussit ses stats, fait avancer son équipe et on a des Vikings à 3-0. Et honnêtement, il n'y a pas grand monde qui aurait mis une pièce sur les Vikings à 3-0 il y a un mois de ça. Hein. Ah non, oui, d'accord. Mais encore une fois, Justin Jefferson sauve énormément souvent et la grosse acquisition c'est Aaron Jones. Ouais. Aaron Jones qui a dit qu'il se sentait bien dans cette équipe et que cette équipe faisait plaisir à voir. En même temps, s'il y a 3-0, il disait je me sens mal et j'ai envie d'aller voir ailleurs, ça aurait été plus étonnant. Il fait plaisir à voir, il est jugé parti, il se regarde en même temps qu'il joue. Oui, tout à fait, c'est comme ça. Oui. Peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien. On passe à une autre équipe qui est un bilan parfait et elle aussi, 3 victoires, 0 défaite. Alors dans un style elle aussi défensif, mais peut-être encore plus poussé à l'extrême. Seb, c'est les Steelers de... Ah bah non, je vais faire parler Flo en premier, puisque c'est contre son équipe. Les Steelers de Pittsburgh, 20-10 contre les Chargers. Encore une fois, j'ai envie de dire, ils ont gagné dans la plus pure tradition de Pittsburgh. Une grosse défense, pas beaucoup de points en attaque, mais une très très grosse défense qui a limité les Chargers à seulement 61 yards au sol. Et quand on sait les chantiers qu'ils avaient fait au sol depuis le début de la saison, c'est quand même un vrai statement là aussi pour la défense de Pittsburgh. C'est exactement le point que je voulais relever en premier. C'est leur très très bonne défense contre la course. Comme tu l'as dit, les Chargers, c'était une de leurs grosses forces. Enfin, la force, c'était surtout qu'ils avaient une vraie diversité cette fois-ci en attaque avec le jeu de course et le jeu de passe. Ils ont quand même limité un J.K. Dobbins qui fait un très très gros début de saison à 44 yards seulement et un Edwards qui est censé être le running back numéro 1 à 9 petits yards. D'effet de jeu très important quand même dans ce match parce que, à savoir que les Chargers étaient devant à la mi-temps. Ils faisaient une très bonne première mi-temps. Herbert faisait un très bon match avant de se blesser dans le milieu du troisième quart-temps. S'ajoutent des blessures en plus de Joey Bosa sur le premier snap défensif et 2 joueurs de ligne également, Spencer et Alt, qui se blessent. Donc ça change pas grand-chose au match de défense des Steelers, qui ont également fait une très bonne pression, on le connaît avec J.J. Watt sur le QB, donc il a concédé quand même 4 sacs sur les 5 au total. Et au final, un très bon match quand même de Justin Fields, qui a 25 sur 32 avec 78% de conversion pour un touchdown à la fin du match dans le 4e quart-temps. Il concède tout de même une interception, mais c'est une interception un petit peu gag qui rebondit un peu sur tout le monde de son fait directement. Voilà, c'est pas vraiment de sa faute. Mais moi, j'ai quand même trouvé très intéressant le jeu d'attaque des Steelers. On sait qu'ils ont un très bon jeu de course. Harris fait encore un très gros match à 70 yards avec un très bon duo avec Patterson. Et en attaque, finalement, Justin Fields a l'air d'être installé, trouve ses receveurs, Austin, Pickens, Tyden, Scott Miller également. Donc, je trouve que c'est un très bon match des Steelers, que ce soit défensivement comme offensivement aussi. On a vraiment l'impression, Yaya, qu'on est sur la même chose que l'an dernier chez les Steelers, à savoir une grosse défense, prendre le moins de points possible et réussir à mettre juste un tout petit peu plus de points que l'adversaire pour réussir à gagner, mais peut-être avec une défense encore plus forte que l'an dernier, notamment avec l'ajout de Patrick Quinn qui est quand même à 8 plaquages hier. C'est un peu c'est la tradition
FC Nord. FC Nord. Voilà. C'est dans le plus pur style. Là, Voilà. c'est de la FC Nord 100%. Après, attention, donc ils sont leaders de la division, invaincus. Attention, on l'avait mentionné dans les previews. Ils ont un début de saison qui est plus abordable que la fin de saison. La fin de saison va être extrêmement compliquée, donc ils ont intérêt à engranger les victoires tout de suite. Donc, est-ce que aussi dans le coaching staff, il n'y avait pas mise en avant de tout ça, notamment dans la préparation physique, pour pouvoir aller assurer, j'ai envie de dire, un peu plus tôt. Après, là, les Chargers, ils jouent pas des peintres non plus, tu vois. Non, mais je dis pas. Non, mais alors sur le match d'hier, je suis pas sûr que si Justin Herbert n'est pas blessé, il continue pas à avancer. Hein, donc. D'ailleurs, c'est une question pour Flo, et après je te donne la parole sur ce match-là, Seb. Est-ce que pour toi, le choix de faire jouer Justin Herbert, on savait qu'il était gêné par une entorse à la cheville pendant toute la semaine, il a même été incertain jusqu'à 1 heure avant le début du match. Ils ont fait le choix de le faire jouer. Visiblement, il a aggravé sa blessure à la cheville puisqu'il est blessé exactement à la même cheville. Bon, il a dit qu'il y aurait probablement encore rien de très grave, mais est-ce qu'il faut pas le laisser une semaine au repos au risque de nous faire une Joe Burrow comme il y a déjà eu pendant la saison, il y a 1 ou 2 saisons? Moi, je pense que déjà, pour le match des Steelers, il aurait fallu pas prendre de risques. On connaît la défense des Steelers, on connaît leur D-line comme elle est efficace, on savait qu'elle allait être sous pression, donc on n'a pas pris de risque, la saison est longue. C'est que le 3e match, il commençait en 2-0, c'est pas comme s'il y avait un besoin de victoire, ils étaient bien. Tu peux, en plus, aux Steelers, tu peux passer à côté d'un match. La saison est longue, je pense qu'ils auraient dû mettre au repos, et à mon avis, pour la prochaine week, ils risquent d'être au repos. Prochaine semaine, tu seras contre les Chiefs de Kansas City pour les Chargers de Los Angeles. Oui, effectivement, il aurait peut-être mieux valu le laisser au repos contre les Steelers que contre les Chiefs, mais bon, ça c'est un autre problème, c'est un problème de gestion. Problème de gestion qu'il y avait déjà eu chez les Texans de Houston la semaine dernière, où ils avaient eux aussi décidé de faire jouer Joe Mixon avec une petite entorse à la cheville. Résultat, Joe Mixon s'est aggravé sa blessure et n'était pas là hier contre les Vikings. Mon cher Seb, les Steelers, ils nous ont fait du Steelers, hein. 3 touchdowns depuis le début de saison, 3 victoires. Absolument, moi j'ai pas grand chose à rajouter à ce qu'ont déjà dit Yaya et Flo. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur la prestation de Justin Fields, parce que je voudrais tout de même vous rappeler, messieurs, qu'il y a un des podcasteurs présents autour de cette table ce soir, en début de saison, table, qui c'est une table qui va de Nice à Dunkerque, hein, quand même. Dunkerque, c'est une sacrée, mais on connaît de bons ébénistes. Il y a n'ayons pas peur de le dire, un des plus brillants podcasteurs de cette équipe, qui a prophétisé que Justin Fields allait garder le job de titulaire toute la saison à Pittsburgh. Et sur ce match, on a peut-être fait un pas de plus vers ce fait-là. Effectivement, alors on pourrait dire que la ligne de stats, elle est pas folle, hein, 25 sur 32, 245 yards, un touchdown, une interception, mais elle est correcte. Et honnêtement, dans le cas de Justin Fields, on sait les années précédentes à quel point ça a été compliqué avec ce joueur qui a pourtant un très fort potentiel, à quel point ça a été compliqué d'obtenir des lignes de stats correctes. Il a complété ses 10 premières passes de suite pour 58 yards et moi j'ai l'impression qu'il a trouvé une nouvelle confiance à Pittsburgh. Et puis sur ce match, il y a aussi eu l'émergence du receveur Calvin Austin III, 4 réceptions, 95 yards, un touchdown de 55 yards. Il a été très très bon dans le slot. On espère, moi j'espère du moins le voir confirmé dans les semaines à venir. Et en plus, ce sera intéressant parce que ça donne une alternative au duo George Pickens, Pat Freiermuth. J'ai trouvé que ça a amené malgré tout une dimension assez intéressante à cette attaque. Attention quand même dans la red zone, parce qu'il y a 2 drives qui ont marqué le pas sur les 10 et 12 yards respectivement des Chargers. Il va falloir travailler un petit peu sur cette efficacité-là une fois passé les 20 yards.
Ça, c'était pour les Steelers de Pittsburgh qui sont donc à 3-0. Autre équipe à 3-0 dans ce début de NFL. Et on reparlera du cas Justin Fields, évidemment, mercredi, où on se projettera aussi. Tiens, on demandera l'avis de tout le monde sur est-ce qu'il faut garder Justin Fields comme quarterback titulaire toute la saison. Autre équipe à 3-0. Alors là, il n'y a pas eu de détails non plus. Il n'y a pas eu de grand suspense. On se demandait comment les Dolphins de Miami allaient digérer la perte de Tua Tagovailoa. Bon, visiblement, Seb, ils l'ont pas digéré. Le moins qu'on puisse dire. Alors voilà. Exactement. Et là, moi, je vais revenir sur un point quand même, parce que on va mettre de côté, bien sûr, ces problèmes de santé et de commotion à Tua Tagovailoa. Mais si on met ça de côté, il reste quand même dans les... T'as vu un peu ? Non, mais l'entraînement, ça paye. Hard work pays off. Et dreams do come true. Bad times don't last, but bad guys do. Sky is your limit. Ouais, Sky is your limit. Skylar Thompson, hein, mais... Tua, il est un petit peu controversé tout de même dans les cercles footballistiques, où on le trouve pas assez leader, pas assez précis, etc. Sauf que quand il est pas là, ça se passe quand même moyennement. La preuve avec des Dolphins qui se sont quand même fait proprement étrier par Seattle, une victoire solide, après non sans mal quand même de la part des Seahawks, avec une attaque qui a plutôt bien tourné pendant les 20 premières minutes, mais ensuite qui va caler jusque le milieu, fin de troisième quart-temps. C'est peut-être un passage à vide un petit peu, alors qui a été au final sur le résultat qui n'a pas prêté à conséquence, mais qui est peut-être un petit peu inquiétante. Geno Smith qui a eu de bons moments, 71 yards sur DK Metcalf, mais qui a quand même encaissé 3 sacs, et l'offensive line a pris beaucoup de pression. Geno Smith a été obligé de faire beaucoup de lancers rapides, de faire pas mal de roll-out pour cacher un petit peu les lacunes sur ce point, et je me dis que la semaine prochaine contre Détroit, ça risque de faire mal. Ça peut faire mal. Flo, une petite question sur ces Dolphins. Alors tu peux embrayer sur les Seahawks si tu veux, mais les Dolphins, c'est quand même une nouvelle fois une attaque quand même en grosse difficulté. 65 yards à la course, 40 yards seulement pour Tyreek Hill, et je parle à peine de Jalen Waddle avec ses 4 réceptions et 26 yards. Cette saison des Dolphins, tant que Tua n'est pas revenu, s'annonce quand même particulièrement compliqué. Ça va être très compliqué pour eux, et ce qui est bien, c'est dans ce genre de match, on voit l'importance du quarterback et du milieu. On a quand même eu 2 quarterbacks très moins qu'ils ont joué hier. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire en attaque du côté des Dolphins, malgré ça. Ils ont quand même de très bons receveurs, de très bons coureurs, et les 2 QB qui ont été lancés sans être trop protégés, il me semble que c'est 6 sacs au total pour eux. Donc il y en a 5 pour Thompson et 1 sur Tim Boyle. Et je vais rebondir du coup sur la partie des Seahawks. Geno Smith qui fait un match correct, mais bien aidé par ses receveurs, avec un Metcalf qui fait quand même 104 yards pour 4 réceptions et 26 yards de moyenne. C'est très impressionnant. Également pareil pour le tight end Noah Fant qui fait 60 yards pour 6 réceptions avec 10 yards de moyenne. Encore une fois, c'est la défense qui fait gagner des matchs, défense sérieuse des Steelers, qui ont bien été aidés par une attaque assez pauvre de Fins. Mais je pense que les Seahawks, pour le prochain match, ça risque d'être quand même plus compliqué. On a des Seahawks, Yaya, qui ont... Oui, tu voulais ajouter un truc, Seb. Attention, Metcalf, il y a un jeu sur lequel il fait 71 yards. Hein. Ouais, il fait quasiment les 3 quarts de sa production sur une réception. Donc, faut temporiser. Enfin, temporiser, non, faut tempérer. Voilà, merci Yaya. Je vieillis, je perds mes mots. C'est mon côté finlandais. Tempérer un peu, voilà. Faut tempérer un peu la moyenne de yards par catch, etc.
Mon cher Yaya, on a quand même une équipe des Seahawks, on l'a dit, c'est une victoire qui est bizarre parce que on a une victoire 21 points d'avance, tout a l'air d'aller bien. Mais quand tu te penches dans le contenu du match, il y a ces 2 interceptions de Geno Smith, il y a cette ligne offensive qui a pas toujours été très performante et on sait que la semaine prochaine, ils vont se frotter aux Lions avec notamment Aidan Hutchinson en face, ce qui peut amener quelques désagréments, si vous voyez ce que je veux dire. On a une équipe des Seahawks qui est loin de moi l'idée de minoriser leur bilan, puisque on me l'a fait avec les Saints quand on était à 1-0. Mais ils ont battu les Patriots, ils ont battu les Broncos, ils battent là les Dolphins sans Tua Tagovailoa. Est-ce que finalement, ils sont pas à l'aube de leur premier vrai test la semaine prochaine? Oui, je pense aussi. Mais attention, la confiance et la dynamique dans cette ligue est très importante. Donc, tu sais pas comment ils vont arriver. Ils vont être lancés. Ils vont rien avoir à perdre contre les Lions. Voilà, ils vont jouer détendus et puis ils pourront y aller. Alors, attention, en face, on a parlé de Tua, mais Mostert n'était pas là non plus. Hein. Et le jeu des Dolphins est basé beaucoup sur la course. Là, le jeu de course n'est pas passé. Donc, attends. 65 yards sur tout un match, ça fait un peu léger. Le pauvre Etienne est un peu tout seul. Hein, quand même, hein, c'est ce que je viens de dire. Il traîne un truc avec lui aussi. Donc, en plus, il est un peu blessé. Mais... Voilà. Donc voilà. Après, pour en revenir à Seattle, oui, mais après, quand tu as des opportunités, tu les prends et c'est le propre des bonnes équipes. Une équipe amoindrie, tu as excuse-moi, mais le fair play à se mettre au niveau des autres, c'est bien quand tu es anglais. Une fois que c'est bien pour les Browns, quoi, mais c'est tout. Voilà. On en reparlera. T'inquiète pas, ça arrive. Bouge pas, sois pas si impatient. Tiens, en parlant de joueurs un petit peu limités, on a eu le bonheur de revoir Tim Boyle sur le terrain. C'est déjà ça de prix. Notre favori, notre chouchou, le fils de loin de moi l'idée d'être ravi de la blessure de Skylar Thompson, mais quand j'ai appris que Tim Boyle s'est chauffé sur le bord du terrain, j'avoue que je m'en suis frotté les mains. J'ai trouvé un chiffre, Elia, je ne l'ai pas cru. Depuis 2021, les Dolphins, c'est son 7e club à Tim Boyle. Il a fait 7 clubs en 3 saisons. Et ça, c'est un mec, c'est un bourlingueur, c'est un mec qui aime voyager. Tu vois. Et tu sais quoi, il doit avoir beaucoup de miles. Il doit avoir des miles. Le mec, il voyage gratos maintenant. Et le gars, tu sais, sur les sites de comparateurs en déménagement. Alors, eux, ils sont vraiment bien. C'est les déménageurs bretons. Il n'y a rien de meilleur. Voilà, c'est Tim Boyle. Là, on est très content de revoir Tim Boyle. Alors, j'espère pour les Dolphins que Skylar Thompson n'est pas trop blessé non plus, parce que bon, s'ils doivent aller faire, je sais pas contre qui ils jouent la semaine prochaine les Dolphins, mais bon, peu importe. Hein. De toute façon, qui que ce soit, si c'est Tim Boyle au programme, bon, ça va pas être la fête. Un fail Mary est vite arrivé. Imagine, c'est contre les Jets. C'est les Titans. C'est les Titans, ça. Mais il y a de quoi se relancer quand même. Franchement, t'imagines, ça aurait été contre les Jets, la belle histoire. Tim Boyle qui start contre les Jets après le match de l'an dernier, le Jets Dolphins, ça aurait été fantastique. Ça aurait été... Imagine Tim Boyle qui bat les Jets et qui humilie Aaron Rodgers, mais ça, c'est beau, ce serait beau. Moi, j'attends ça avec impatience du coup. Il y a que la NFL qui pourrait nous offrir un truc pareil. Je vous le dis. Ouais. Bon, les amis. Alors que non, ce sera juste Will Levis qui va balancer un record de pick six. Allez, moi, je dis 2 ou 3. En parlant de trucs qui se produisent qu'une seule fois par tous les 10 ans en NFL, une victoire des Giants de New York cette semaine du côté des Browns de Cleveland. Décennie, comme les Super Bowl une fois par décennie. Tout à fait. Alors, ne sois pas méchant et profite, parce que bon, on va pas le dire souvent cette phrase. Donc les Giants de New York qui s'imposent face aux Browns de Cleveland. Une victoire 21-15. Alors bon, on a eu un petit moment de doute dans le 4e quart-temps. On s'est dit ils vont être fichus de perdre le match
match encore une fois. C'est quand même, ça aurait été tellement New York. Mais non, ils ont résisté cette fois avec un Daniel Jones de gala, qui va donc célébrer sa prochaine prolongation de contrat. 24 sur 34, 236 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Je n'ose même pas donner le rating parce que bon, sinon il a dépassé les 100, mais on aura tout vu. Donc voilà. Mon Yaya, je te laisse la parole. Tu as 2 minutes de gloire. Profites-en, c'est les 2 seuls de la saison. Non, je vais vous laisser parler parce que je savoure depuis hier, donc moi, voilà. Non, mais Il en est à savourer une victoire, la première de la saison en bilan négatif contre les Browns. Le mec, il va avoir Non, le triomphe c'est pas modeste ça. maintenant, quoi. C'est pas ça. C'est juste parce que des haters C'est terrible. compulsifs. C'est terrible. Ben voilà. C'est- Non, mais la seule chose, c'est ça fait peur. Hein. non, mais une première mi-temps maîtrisée malgré un fumble sur le premier jeu, sur le premier retour. On s'est dit oh là 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 là, et puis finalement C'est mal parti, oui, ça c'est sûr. et du coup une victoire. Bon bah voilà, avec surtout l'avènement de Malik Nabers. Bon, voilà, c'est ce qu'on va retenir. Alors, ce qu'on va retenir aussi, c'est le retour d'une vraie défense du côté de New York. Quand même 8 sacs sur Deshaun Watson. C'est quand même pas rien. Mais oui, 8 sacs réalisés par cette défense, une très très belle perf. Et en fait, New York, ce qu'ils ont réussi à faire, déjà c'était très très bien, et c'est de, aussi bien en attaque qu'en défense, c'est de jouer avec ce que leur adversaire leur a donné. Cleveland, on sait que sur leur ligne offensive, il y a des faiblesses, et ben ils en ont profité, ils ont énormément blitzé, beaucoup plus qu'à l'habitude. Je crois qu'ils ont blitzé 53% des jeux de passe, plus de 50% en tout cas. Et on a souvent vu cette saison Deshaun Watson. Alors, Deshaun Watson perdu sur un terrain de football, c'est un petit peu devenu, c'est un dimanche ordinaire. Mais là, C'était très dur clairement, pour lui, non encore seulement plus il dur que était perdu. d'habitude. J'ai trop de jeux de mots à faire avec Tarmark et Deshaun Watson, mais je vais m'arrêter là parce qu'on va être censuré. Ce qu'il y a en plus, c'est que non seulement il a semblé complètement perdu, mais coach Stefanski n'a pas réussi à lui donner les clés pour essayer de limiter les dégâts ou décoper la flotte qui était en train d'envahir le navire. Non, première mi-temps maîtrisée de la part des Giants, et ça a vraiment ressemblé à un match de football. Yaya parlait de l'avènement de Malik Nabers. Pour moi, maintenant, à New York, lui, c'est la nouvelle star. Ça va être une valeur sûre de la ligue. On l'attendait. Il n'aura pas mis longtemps à éclore. Et hier soir, on l'a eu, quoi. Alors tiens, le fameux le saviez-tu tiens, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Hein. Donc Malik Nabers, si vous avez bien suivi les réseaux sociaux de TFA aujourd'hui, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NFL, a marqué 2 touchdowns en réception dans un match, 21 ans et 56 jours. Et donc, on va donner la réponse à la question qui a été posée. Qui avait ce record avant Malik Nabers ? 21 ans, 56 jours. Et alors, à l'époque, c'était 21 ans et 93 jours, je crois. C'est un joueur encore en activité. C'est un joueur en... Ouais, il a été drafté en 2014. Oh. OBJ. Non. Tout ne passe pas par New York. Il y a calme-toi un peu. Non, mais ça aurait été beau parce qu'il est un peu l'héritier. Hein, je crois que de mémoire, c'est 7e choix de la draft de 2014. Mike Evans des Buccaneers, 21 ans et 93 jours, et 21 ans et 56 jours donc pour Malik Nabers, qui s'empare du record du plus jeune joueur de l'histoire à marquer 2 touchdowns en réception. Et, voilà. Quelle réception hein. Et quelle réception en plus, effectivement. Flo, est-ce que cette victoire de New York peut, j'aurais presque envie de dire, lancer leur saison ? Alors pourquoi pas, en sachant qu'ils vont affronter Dallas au prochain match, et Dallas, on va pouvoir en reparler après. Je pense qu'on avait quand même un peu sous-estimé la qualité de la défense de New York, surtout dans ce premier match. Je trouve qu'ils font un très bon match. Ils forcent quand même, comme on l'avait dit, donc c'est 8 sacs au total, plus 2 fumbles forcés, qui amènent un touchdown juste avant la pause pour revenir au vestiaire à 21-7. Donc, très bon match du côté défensif. Et ensuite, du côté offensif, finalement, on voit que quand Daniel Jones est à peu près dans son match
et fait des bons choix, ça peut offrir des victoires pour les Giants, avec un Blake Neighbors, comme on l'avait dit, qui est en feu en ce début de saison, et surtout un Singletary, qui je trouve fait un très bon début de saison également, et qui offre une diversité intéressante pour l'attaque des Giants. D'ailleurs, Singletary qui a fait un jeu très intelligent en fin de match. Oui, Yaya. C'est surtout ce qui est à noter, c'est la ligne qui a été renforcée, qui tient. Et face à Garrett, enfin, moi je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus compliqué que ça et que la ligne allait se faire détruire comme tous les ans ou depuis des années, c'est des portes de saloon. Donc, écoute, c'est plutôt bien. Donc, du coup, le jeu de course peut s'ouvrir et ça aide beaucoup cette équipe. Et après, voilà. Myles Garrett, d'ailleurs, qui est sorti pendant quelques jeux sur blessure au pied. Alors, il a dit déjà ce week-end, vous pouvez retrouver l'article sur TFA, qu'il était blessé au pied et qu'il aurait sans doute besoin d'une opération en fin de saison, qu'il pouvait jouer avec la douleur, mais qu'il y a certains moments où ce serait trop fort et qu'il se ferait probablement opérer en fin de saison, à moins qu'il y ait de nouvelles infos. Oui, mon Seb. Il doit passer une IRM, ça a été annoncé par voilà, il va passer une IRM, mais en tout cas, le projet avant le match de New York, c'était d'attendre la fin de saison pour se faire opérer. Mais il a dit de toute façon, le problème ne se réglera pas de lui-même. Il faudra que je me fasse opérer des 2 pieds parce qu'il y a des douleurs aux 2 pieds, Myles Garrett. Ça pourrait être encore une pierre en plus, un pavé en plus dans la tête des Cleveland Browns qui ont un début de saison décidément bien compliqué. On passe maintenant à l'autre grosse surprise, l'énorme surprise de cette Red Zone de dimanche. Alors, si quelqu'un l'avait vu venir, celle-là, voilà, chapeau bas. Une victoire des Broncos de Denver. Mais alors, quelle victoire? 26-7 contre les Buccaneers. Je vais rajouter chez les Buccaneers de Tampa Bay. En plus, parce que des fois on aurait pu dire oui, c'est My Life, c'est machin. Non, c'est chez les Buccaneers. Qu'est-ce qui s'est passé, Yaya? Mais que s'est-il passé, comme dirait Mathieu? J'ai l'impression que depuis quelques saisons, c'est très bucksien d'avoir des trous d'air sur un match, et voire sur plusieurs d'ailleurs, mais que ils passent complètement à côté de leur sujet. Comme s'ils choisissaient leur match et que ils se sont dit oui, c'est une victime expiatoire, on va y aller pépère, machin, et patatras. Bonix, le quarterback rookie, fait son match, il fait ses stats, 216 yards, il fait briller un peu tout le monde, mais en face, c'est surtout qu'on s'est fait cueillir à froid direct, avec un 27 à la mi-temps. Voilà, c'était fini, quoi. Oui, c'était effectivement terminé. Un bon Will Lutz aussi, parce que faut quand même lui rajouter les 4 field goals qu'il a mis le petit garçon, c'est déjà bien. Le gamin, on connaît bien du côté de la Nouvelle-Orléans ce petit gamin. En parlant de gamin, Flo, oui, il y a vraiment un match de Bonix particulièrement intéressant. C'est stats 25 sur 36, 216 yards. On ajoute 47 yards à la course et un touchdown au sol pour lui. Finalement, peut-être que Sean Payton s'est pas trompé en confiant les clés de l'attaque à Bonix. On est d'accord, on avait pu en discuter lors d'un précédent podcast, on avait parlé un petit peu des rookies, et on avait surtout noté qu'il y avait un petit problème au niveau des choix, qui balançait un peu beaucoup au niveau de la passe. Là, c'est un peu mieux, il y a 70%, 217 yards au total, et il cumule en plus du coup 47 yards à la course, comme l'a dit Yaya, pour un touchdown à la course. Mais encore une fois, je pense que le truc important à relever pour ces Denver Broncos, c'est la défense. Très gros match encore de la défense. Ils ont saqué 7 fois Baker Mayfield pour au total 31 yards de perte, et qu'ils forcent une inter et un fumble. C'est un peu très compliqué pour Baker Mayfield, qui retourne dans ses travers. Et comme on peut le voir, c'est encore la défense qui fait gagner des matchs. On a quand même chez les Buccaneers là toujours le même problème, Seb, c'est aussi le manque de jeu de course. On le signale depuis 3 semaines. Il y a un problème au niveau du jeu de course. Là encore une fois, alors on a Bucky Irving qui fait 70 yards, on a un Rachaad White qui fait 6 courses pour 17 yards, ce
qui fait donc moins de 3 yards par course. On pourrait rajouter le problème global en attaque cette semaine avec un Mike Evans seulement à 17 yards, ce qui est quand même extrêmement rare, notamment à domicile pour les Buccaneers. Ça a été un long chemin de croix contre une défense, comme le disait Flo, qui était particulièrement efficace pour Denver. C'était pas la journée de l'offense pour Tampa Bay, c'était pas la journée de Baker Mayfield non plus, 25 sur 33, 163 yards, un touchdown, une interception. Quand je pense que certains voulaient déjà lui donner le MVP, il va falloir attendre poser un petit peu, voilà. Un Mike Evans mis sous les noir en man-on-man par Patrick Surtain. Et puis, enfin, rien ne s'est passé comme il fallait. C'est mal goupillé, hein. On a vu dès le début que ça partait mal. Ça partait très très mal. 4 punts, 2 turnovers, 7 sacs encaissés et 9 hits. La défense de Denver, elle a été absolument impitoyable ce jour-là. Et alors effectivement, on parle de production au sol, on sait depuis le début de la saison que c'est inquiétant. Bucky Irving, 70 yards intéressant, mais encore une fois, sur ces 70 yards, il y en a 32 qui viennent sur un big play. Voilà, sur une seule course, donc quasiment la moitié de sa production. Donc là aussi, quelque chose à tempérer. Néanmoins, c'est peut-être une piste à explorer pour développer un jeu au sol qui, pour le moment, est plutôt inexistant du côté de Tampa. On dit depuis le début de la saison que c'est un point d'inquiétude. Ça va définitivement le devenir quand, si jamais il se retrouve à nouveau dans cette situation, c'est-à-dire un jeu aérien qui ne fonctionne pas et qui n'ont rien vers quoi se rabattre. Les prochains matchs des Buccaneers, c'est un match contre les Eagles la semaine prochaine, et ensuite ce sera chez les Falcons, chez les Saints, et la réception des Ravens de Baltimore. 4 semaines qui s'annoncent donc particulièrement épiques pour nos amis de Tampa Bay. On va en savoir plus, comme dirait l'autre. De toute façon, on va en savoir plus dans la NFC Sud dans les 3 prochaines semaines, parce que les Buccaneers, les Saints et les Falcons se jouent tous entre eux là pendant 2-3 semaines, donc ça va éclaircir un peu le dossier. Et tu parles pas des Panthers? Non, parce que je sais pas contre qui ils jouent les Panthers, j'ai pas leur calendrier sous les yeux là. Mais d'ailleurs, on va en parler des Panthers, puisque tu as tellement envie d'en parler. Nous allons donc en parler, puisque oui, les Panthers de Caroline ont gagné un match hier. Ils ont battu les Raiders de Las Vegas, alors dans ce qui, on va pas se mentir, n'était pas l'affiche rêvée de la journée, hein. On va pas non plus trop en faire, mais il confirme, il leur met un coup, Flo. Déjà que j'ai pas été très sympa, mais une deuxième lame, quoi. Oui, c'est vrai. Et pourtant, ça a été l'un des matchs les plus offensifs du week-end, hein, quand même. 58 points marqués dans cette rencontre. Et de victoire 36-22 des Panthers. Alors attention, tenez-vous bien, messieurs. Andy Dalton, premier quarterback de cette saison 2024, a lancé 3 touchdowns et plus de 300 yards. En fait, il suffisait de changer de QB, Flo, pour que Carolina gagne. Exactement. En plus de ça, il y a 70% de réussite, donc c'est pas comme s'il avait lancé des balles dans tous les sens. Et comme tu l'as dit, c'est un très gros match offensif. Le running back Hubbard qui fait un très gros match à plus de 114 yards pour 21 courses, donc avec 5 yards de moyenne. Et ajoute en plus de ça 5 réceptions à la passe pour 55 yards et un touchdown à la passe. Donc c'est clairement un gros match offensif de la part des Panthers, comme quoi il suffisait de changer de quarterback pour améliorer les choses. Il suffisait de changer de roue pour que la voiture décolle, Yaya. Exactement, tu reprends mes blagues internes. Ouais, alors c'est là où je pense que du coup, tu vois, le changement de quarterback avec un peu d'expérience a permis de rassurer un peu toute l'attaque et faire des drives plus longs, rester un peu plus sur le terrain. 36 minutes de possession, 437 yards, aucun turnover, 24 first down. Bah, tu restes longtemps sur le terrain. Bah, quand t'as le ballon, à part si tu fais des pick six, mais là ils en ont pas, bah, l'adversaire marque pas de points et donc perd du temps. Donc du coup
Oui, l'arrivée d'Andy Dalton permet de stabiliser tout ça. Ça va redonner confiance à toute l'équipe. C'est peut-être ce qui manquait du côté de Carolina, un peu de confiance, notamment dans le quarterback. Et notre ami de Bryce Young, numéro 1 de la draft, n'a peut-être pas été mis dans les bonnes conditions. Et depuis, c'est la spirale. Il avait peut-être jamais affronté la défaite, parce qu'on sait comment ça se passe. Le système américain, tu es dans un lycée, tu es bon, tu gagnes. Tu vas dans une top fac, tu gagnes, et avec des équipes qui sont calibrées autour. Ce n'est pas le cas du côté des Panthers, c'est pas la meilleure équipe de la ligue, loin de là. Et quand tu as un quarterback qui ne sait pas faire gagner ça s'apprend. Et normalement, au lieu d'être lancé dans le grand bain, justement, tu as un quarterback qui a de l'expérience, qui te transmet les rênes une fois que ça tourne pour arriver dans des bons chaussons. Et ça n'a pas été le cas. Et du coup, j'ai bien peur que notre ami Bryce Young soit complètement cramé du côté des Panthers. Mais malgré tout, partir, s'il repart un jour et qu'il arrive dans une équipe un peu en confiance, il pourra peut-être finalement sauver sa carrière. Mauvaise nouvelle pour les Panthers en revanche, c'est la blessure d'Adam Thielen. Et voilà, il raconte des âneries encore sur le chat interne. Et voilà, du coup, ça nous fait rire. Voilà, ça c'est voilà. Vous savez pas ce que c'est. Alors attendez, je vais vous raconter une tranche de vie dans ce moment de podcast. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre. C'est mal à barre. On nous met des bâtons dans les roues. Voilà, on en met des bâtons dans les roues. Et c'est pas Andy Dalton. C'est pas Andy Dalton. C'est voilà. En fait, quand je parle, vous voyez, quand j'essaye de faire mon boulot pour lequel je suis chèrement payé, des personnes viles et mal intentionnées s'amusent à lancer des espèces de carapaces ou des espèces de pots de banane comme ça pour me faire rire. Eh ben, ça ne marchera pas. Non, je ne lirai pas ta blague des léopards, Yaya, en plein direct. C'est hors de question. Tu peux te la remballer. Il n'y a pas de léopard en NFL. Il y en a que dans le championnat de France. Donc. Voilà. Alors, je disais une blessure pour Adam Thielen, une blessure aux ischio-jambiers qui pourrait être quand même assez embêtante pour la suite de la saison, même si on sait que les Panthers normalement n'ont pas des intentions très élevées sur cette saison. Est-ce que il a raison, Antonio Pierce, Seb, il a dit tout à l'heure, ou plutôt hier en conférence de presse, que finalement, il y avait certains joueurs des Raiders qui avaient peut-être joué avec le frein à main, qui avaient un petit peu géré la situation en se disant que ça allait passer, qu'ils n'avaient pas besoin de se donner à 100%. Est-ce qu'à ton avis, il y a eu un problème d'investissement du côté des Raiders, ou est-ce que tout le crédit en revient aux Panthers ? Est-ce que tu crois que ce brave homme aurait un nom à l'esprit en particulier? Oh non, on se demande. Je me demande. Oh, tu crois qu'il a pas regardé du côté d'un certain receveur numéro 10. Bref, voilà. C'est toi qui l'as dit. Moi, je ne lance pas. J'ai pas donné de nom, j'ai donné juste un numéro de maillot. Disons que ce type de réaction, de déclaration, ça peut se résumer par le groupe vit bien. Voilà. Il doit y avoir une chouette ambiance dans les vestiaires des Raiders en ce moment. Alors, est-ce que des joueurs ont joué avec le frein à main ? Je pense que c'est pas moi qui serait capable de le dire. Mais ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que le duo Adams-Bowers, qui avait fait des merveilles la semaine dernière, ils sont restés au sol. 7 réceptions, 81 yards cumulés à eux deux. Et on a vu un Davante Adams clairement frustré en quatrième quart-temps après une passe plus qu'hasardeuse de Gardner Minshew. Apparemment, c'était à croire que, enfin, les deux s'étaient absolument pas entendus sur ce qu'il y avait à faire. Minshew, qui d'ailleurs a été tellement brillant que du coup, c'est Aidan O'Connell qui est entré en fin de match et qui a conduit un drive de 13 jeux, 70 yards et qui se termine par un touchdown. Bon, on en tirera les conclusions qu'on en veut. Mais notre ami Gardner, il n'a pas été très efficace jusqu'ici en ce début de saison. Il rend une ligne de stats qui n'est pas non plus honteuse, 18 sur 28, 214 yards, un touchdown, une interception par contre qui fait mal.
Le problème, c'est un jeu au sol, là aussi, qui ne décolle pas. Zamir White avec 10 courses, 34 yards, c'est famélique. Et puis, 2 playmakers, une fois de plus, Bowers et Adams, qui répondent aux abonnés absents. Du côté de la défense, il y a une autre question à se poser. Un Max Crosby limité et tout paravolo, point d'interrogation, puisque Max Crosby était gêné par une cheville. Il n'a pas pu avoir le rendement qu'il a habituellement sur ce match. Et puis, bilan, c'est une défense quand même qui encaisse 437 yards contre Carolina. 437 yards. À domicile pour leur home opener en plus. Mais c'est monstrueux pour le homecoming. En plus, t'es content d'avoir payé ta place pour le stade. Surtout quand tu sais le prix de la place à Las Vegas. Ouais. Voilà. Et il y a quelque chose vraiment d'étonnant, c'est que j'ai eu l'impression que cette défense s'était pas préparée pour Andy Dalton. Alors que bon, le fait qu'il était titularisé était quand même annoncé depuis le début de la semaine. Et Andy Dalton, c'est pas un rookie. Il y a du film quand même pour étudier. Il y a quelques matchs pour étudier ce qu'il a fait par le passé en NFL. Et quand même, le mieux, c'est que Marvin Lewis, qui a coaché Dalton pendant des années à Cincinnati, il est dans le staff d'Oakland. C'est incompréhensible. J'arrive pas à savoir s'ils passent complètement à côté de leur match ou si vraiment ils l'ont pris à la légère. C'est moi où tu viens de dire Oakland. Pardon, Las Vegas. Je suis désolé. C'est là qu'on connaît les vieux, hein, c'est bon. Voilà. Pour moi, les Raiders viennent d'Oakland et à Washington, c'est les Redskins. C'est deux constantes pour moi dans la NFL. Et justement, je saisis la balle au bon. Est-ce que vous avez vu que le chef indien Blackfeet demandait est-ce que ça revienne, le logo revienne sur la tête des casques des Washington. Non, c'est pas Football Team Commanders maintenant. Ils changent de nom tous les 4 matins. Ouais. Alors, il y a 2 questions, Seb, de ton intervention que je retiens. C'est 1, est-ce que tu as déjà vu Davante Adams pas frustré depuis qu'il est chez les Raiders? J'ai l'impression qu'il est frustré depuis 3 ans. Tu vois, fallait pas y aller. Il a voulu prendre l'argent. Il voulait y aller avec Derek Carr. Il y avait Derek Carr qui a signé, certes. Il y avait Derek Carr. Et maintenant, Derek, il est parti ailleurs, sous d'autres cimes, sous d'autres cieux, dont on ne parlera pas aujourd'hui pour une raison évidente. Donc, nous n'en parlerons pas. Nous n'en parlerons pas. Autre question, et là, c'est de l'actualité chaude, puisque ça vient de tomber il y a 5 minutes. Il y a eu un tweet de Yann Rapoport qui disait que Antonio Pierce ne rejetez pas le fait de changer de quarterback pour la semaine prochaine. Donc, il peut y avoir du changement de quarterback dans l'air du côté des Las Vegas Raiders. Peut-être qu'Aidan O'Connell reprendra finalement. Alors, on sait qu'ils étaient en lutte pour le titre de quarterback titulaire pendant l'intersaison. Ils avaient donné le poste à Gardner Minshew, mais Antonio Pierce avait dit on lui laisse en gros 1 mois de compétition et puis on verra s'il faut changer, on changera. On en est à 3 semaines, visiblement. Il n'a pas fermé la porte. Il n'a pas dit que ça changeait, mais il n'a pas fermé la porte à un éventuel changement. Quand on lui a posé la question, il a dit qu'il ne s'opposait pas à changer de quoi. Il n'était pas fermé à l'idée. Ça met un peu la pression. Mais voilà. Si ça devait arriver, je suis pas sûr que ça ait le même effet électrochoc que le changement Andy Dalton. Ça a marché, du coup, il va aller chercher Andy Dalton. Je suis pas sûr. Et une fois de plus, Andy Dalton pour Carolina, c'est pas une solution à long terme. Hein. Sachant que les deux prochains matchs des Raiders, c'est les Browns et les Broncos à venir pour les Raiders de Las Vegas. Je suis optimiste pour eux. Alors, on va passer, maintenant qu'on a fait ces petites surprises, on va passer à une équipe qui pose question, même 2, mais on va surtout une. C'est les Dallas Cowboys. Les Dallas Cowboys. Ah oui, on commence par eux. Ah bah bien sûr qu'on commence par eux, parce que c'est quand même la grosse interrogation. Parce que pour la deuxième équipe, on va avoir, Sabine nous en parlera, mais on va parler des blessures, on va parler de tout ça. Là pour les Cowboys, normalement, il n'y a pas grand monde qui avait prévu qu'ils soient 1-2 à ce moment-là de la saison.
Ouais, ça, c'est déjà une chose à préciser. Et surtout, alors le score hier, 28-25 pour les Ravens de Baltimore, on peut se dire une défaite serrée, une défaite étriquée. Mais en fait, pas du tout. Voilà, c'est du trompe-l'œil parce qu'il y a une énorme remontée des Cowboys de 19 points, je crois, dans le dernier quart-temps. Mais jusque-là, ça avait pris l'eau. Et je vais même dire pire que ça, sur le début du match, on avait l'impression, Yaya, de revivre le match de la semaine dernière contre les Saints. Totalement. Alors après, le problème avec nos amis des Cowboys, c'est que dès que ça tangue un petit peu, ça vire tout de suite au drama. Ok, ils ont perdu 2 matchs à domicile, ils sont sur 3 matchs, une série de 3 matchs à domicile perdus. Ok. Ils ont eu une panne de courant contre les Saints qui était en feu. Ça peut arriver. Hier, ils ont joué contre une grosse équipe. Alors après, attention, je dis pas qu'il faut non plus être indulgent avec eux. Je dis juste que la différence entre être 1-2 et 2-1, c'est une victoire. Ouais, c'est une victoire, tu vois. Il y en a une qui tourne du bon côté. Ça fait maths sup, les gars. Ouais. Merci, bravo. Non, mais à côté de ça, là, ils se sont fait dominer, notamment par le jeu au sol. Et Dallas était une équipe de défense. Et ils se sont fait poutrer par Derrick Henry. Ah oui, ça, le jeu au sol, faut quand même y aller, hein, parce qu'on va mettre les pieds dans le plat. 274 yards au sol pour Baltimore. 274 yards, dont 151 pour le seul Derrick Henry. 3 touchdowns au sol, 2 pour Derrick Henry, 1 pour Lamar Jackson. Flo, on va le dire, les Ravens ont couru sur les Cowboys. Exactement. Et c'est annoncé comme les Dallas Cowboys, qui fait partie des meilleures défenses de la ligue. Je pense que défensivement, on a un très gros problème. Ils se sont fait marcher dessus à la course cette semaine. Ils se sont fait marcher dessus à la course la semaine dernière par les Saints et Alvin Kamara. Je pense qu'au normalement, ils doivent se rendre compte qu'il y a un gros problème au niveau de la défense au jeu de course. Et en plus de ça, hier, j'ai vu quand même pas mal de plaquages ratés. Il y avait un stiff arm de Derrick Henry à un moment. Ouais, en plus. Ouais. Il est reparti dans ses études. Hein. C'est King Henry à l'ancienne. On en rediscutera peut-être après, justement. Mais je pense que là, offensivement, c'est quand même correct. On voit quand même des belles choses du côté de Dallas. Moi, je pense que c'est clairement défensivement. Il va falloir trouver une solution parce que si ça continue comme ça, ils vont se faire marcher dessus par tout le monde à la course. Comment tu catégorises la performance, Seb, de Dak Prescott? Parce que on a 379 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Sur la ligne de stats, c'est pas vilain, on va pas se mentir, mais c'est quand même seulement 28 sur 51 à la passe. 51 passes tentées hier par Dak Prescott. Alors, c'est aussi le déroulé du match qui fait qu'ils ont été très vite derrière au score, donc forcément, t'essayes d'accélérer un petit peu dans le jeu de passe, et qu'en plus, leur jeu de course est complètement inefficace, mais ça, on va en reparler quelques secondes après. Comment tu catégorises toi cette performance de Dak Prescott? Rassurant après ce qu'on avait vu contre les Saints? Pas pire, on va dire ça comme ça. Comme tu l'as dit, la physionomie du match a fait qu'il a été obligé de courir après le score, et ça a failli marcher, parce que Dallas marque quand même 19 points au 4e quart-temps. Les Ravens, ils ont failli nous refaire leur spécial. Leur spécial, je me fais remonter, je perds. Ça aurait été... ça aurait pu passer. Il faut quand même garder ça à l'esprit, mais la marche était un petit peu trop haute, parce que Dallas a été rapidement mené, 14-3 dans le premier quart-temps, 21-6 à la mi-temps, et ça monte à 28-6 dans le 3e quart. Ça fait une addition qui est salée. Donc, effectivement, tu es obligé de courir derrière le score. Et pour essayer de marquer rapidement et d'avaler du terrain rapidement, tu lances. 51 passes, je pense qu'il a dû mettre de la glace sur son épaule après le match, le pauvre. Et puis, côté réception, par contre, oui, un jeu particulièrement bien distribué, parce qu'on a, regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, tu as 7 joueurs avec
plus d'une réception, avec au moins 2 balles. Donc, il a utilisé toutes les armes aériennes au moins qu'il avait à sa disposition, à défaut d'armes au sol, puisque le meilleur coureur, c'est Rico Dowdle avec 32 yards en 8 portées. Là aussi, je l'aurais dit plus d'une fois à ce sujet ce soir, mais c'est quand même pas fifou. Non, ce qui est inquiétant, comme on l'a souligné auparavant, c'est cette défense qui encaisse 456 yards. Ça commence à devenir indécent, ça commence à devenir inquiétant. Il va falloir resserrer les boulons à ce sujet. Par chance, il joue Daniel Jones la semaine prochaine. Yaya ? Oui. Moi, je voulais surtout noter, en fait, que les Ravens ont complètement éteint en première mi-temps. Je croyais que tu avais un le saviez-tu, en fait. Tu m'avais demandé la parole pour ça. Oui. Mais non, parce que je recontextualise. Le saviez-tu quelle est la seule équipe qui a battu de NFC qui a battu les Ravens? Il y a une seule équipe en NFC de toute la NFC, contre qui les Ravens ont perdu un seul match de NFC. Je comprends pas la question. J'ai pas compris la question. Il est bourré. Tu peux la refaire en français, là, s'il te plaît, parce que les Ravens, les Ravens ont perdu un seul match contre une équipe de NFC un jour. Avec Lamar Jackson. Déjà. Voilà. Alors, donc, quelle est la seule équipe de NFC qui a battu les Ravens avec Lamar Jackson? Voilà. C'est ça la question. C'est ça. Moi, je l'avais en anglais, mais j'ai eu du mal à le traduire. Ah, on voit ça. Même en français, tu as eu du mal à le traduire, dis donc. Oui, mais je l'avais en anglais. Excuse-moi d'être bilingue. Oui, déjà essaye le français. C'est quand même pas les Giants. Et si, c'est les Giants. J'en étais sûr. Et oui, on les a battus en 2022. Oui, messieurs, oui. Ça tourne à l'obsession. S'il pose la question, à ton avis, qui ça peut être comme réponse? Mais je me surprends d'être surpris. Et il y avait qui comme quarterback? C'était Daniel Jones, il va te dire. C'est vrai. Il n'était pas encore parti pour une longue sieste à cette époque-là. Il n'avait pas son contrat encore à ce moment-là. Non, puisqu'il était en contractueur, donc forcément, il faisait une bonne saison. Oui, c'est ça. Maintenant, il est plutôt en contracture. Alors, des fois, on se demande si ce serait pas mieux. Les amis, juste une petite question, parce que c'est une question qui a été soulevée très justement par les journalistes américains hier. Le cas d'Eric Henry. Sur le... On avait des Cowboys qui cherchaient à l'intersaison un running back. On avait Derrick Henry qui était disponible. Derrick Henry qui, pendant l'intersaison, a déménagé à Dallas, a acheté une maison à Dallas, et qui a dit qu'il n'était pas contre rencontrer les dirigeants des Cowboys. Jamais, il n'a été appelé par les Cowboys de Dallas, puisqu'ils ont dit on se reposera sur un comité de coureurs avec Ezekiel Elliott, avec Rico Dowdle, etc. Résultat des courses, 51 yards pour le comité de coureurs, 151 pour Derrick Henry. Ouais. Et aujourd'hui, Jerry Jones nous dit, de toute façon, nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter Derrick Henry. Réaction. Le truc, c'est qu'il y avait 2 sujets prioritaires. On rappelle qu'il a dit qu'il allait faire all-in cette année. Et tu crois à tous les politiques, tout ce qu'ils disent? Non, c'est une réponse politique. Il dit on va faire all-in, oui, parce qu'il y a les fans qui demandaient, mais tout au long de l'intersaison, il y a 2 chantiers qui ont été prioritaires. C'était prolonger CeeDee Lamb, prolonger Dak Prescott. Ça a traîné, ils n'ont pas pu faire les autres dossiers. Donc voilà, ils ont perdu du temps là-dessus. Oui, Derrick Henry aurait voulu y aller. Après, on sait très bien comment ça se passe. Tu peux déménager, mettre ta famille en quelque part, et pendant la saison, vivre à l'hôtel. C'est pas. Et puis, avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent avoir plusieurs maisons. Donc voilà. Bon, Seb, est-ce que ça te semble... Parce que cette excuse, elle passe mal quand tu vois le salaire de Derrick Henry par rapport à ce qui vient d'être versé à Dak Prescott ou à CeeDee Lamb, ça a du mal, quoi. Ça passe mal, forcément, mais comme l'a souligné, il y avait 2 gros dossiers prioritaires. Je pense que si CeeDee Lamb et Prescott n'avaient pas eu leur contrat, Jerry Jones, il pouvait changer de ville, quoi. Il faisait brûler sa maison. Et puis, à un moment, il existe quand même un truc qui s'appelle le salary cap. Donc, le motif me paraît pas déconnant, si tu veux. Même du point de vue de Dak Prescott, est-ce que tu te dis pas je m'assois sur 10 millions? Alors, quand on a 300,
pour dire je À peux ton avoir âge, en Derrick plus. Henry à côté de moi, tu vois. Oui, voilà. Alors, mais pour ça, voilà, c'est le point auquel je voulais en venir. Le fait que Henry soit même pas contacté, de même pas prendre la température, quoi. C'est un petit peu étonnant. Alors, ou alors, mais je suis certain que Jerry Jones est un homme qui a beaucoup de certitudes pour parler par euphémisme. Hein. C'est un homme qui a des convictions fortes, on va dire ça comme ça. Donc, je pense qu'en son fort intérieur, il s'était persuadé que c'était pas à portée de bourse et que la réflexion c'est pas faite plus loin que ça. C'est limite de la négligence. Hein. Flo, quelque chose à ajouter? Je voulais juste ajouter, c'est vrai que bon, sur le point d'Eric Henry, on entend qu'au niveau des salaires, etc., ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, quand on a Ezekiel Elliott comme running back numéro 1, on pouvait pas essayer de trouver mieux sur le marché, vraiment pour avoir un minimum un jeu de course correct. C'est 6 yards, 3 portées, 6 yards hier, Ezekiel Elliott. Et Il y oui. avait du monde sur le marché quand même, hein. Il y a des running backs qui ont bougé à l'intersaison. On a quand même essayé de trouver. Et puis Elliott, il a fait un aller-retour à New England sur la saison et où Ouais. il a rien fait en plus. Donc Clairement. ils l'ont viré limite comme un malpropre il y a un an de ça pour le faire revenir et qu'il soit toujours aussi mauvais. Je me dois d'intervenir parce que je te rappelle que maintenant j'ai une horde de fans de Patriots qui me poursuivent. Donc Ezekiel Elliott a été très performant chez les Patriots et je salue Waik et je salue Julien et je salue surtout Kevin Mwamba qui me fait toujours aussi peur. Oui, mon Kevin, c'est juste pour te dire qu'en off, il dit pas du tout ça, Flav. Je pense que tu peux lui courir après. Mais bon, je dis juste ça comme ça. Non, mais blague mise à part, pour faire re-signer Dak Prescott, ils ont pris son meilleur ami, Ezekiel Elliott. Il a été très déçu du départ. Donc je suis le meilleur ami de Derek Carr, c'est pas pour ça qu'ils m'ont pris dans le squad. Hein. Ouais, mais toi, tu vas pas sur le terrain. Même en holder, on te prend pas. Ils préfèrent prendre Arthur en holder que toi. Et non. Ezekiel Elliott, est-ce qu'il y avait mieux Je sais pas. Et je sais pas si des gens voulaient venir à Dallas avec dans cet environnement. Hein. Attention. Hein, parce que Dallas, ça donne envie quand même. Oui, mais la ligne est beaucoup moins performante maintenant. Aussi. Hein. Et quand t'es coureur, tu regardes aussi ce que t'as dans la ligne. Les amis, on passe rapidement à l'autre équipe qui pose un peu question, les 49ers de San Francisco. Alors, il y a eu effectivement toute cette avalanche de blessures. On peut les rappeler, CMC est sur l'injured reserve, Deebo Samuel est blessé, George Kittle est blessé. Bref, il y a eu une véritable hécatombe. De ce point de vue-là, on pourrait se dire que bon, la défaite est pas si inquiétante que ça. Le problème, c'est qu'ils ont joué contre une autre équipe déclopée. C'est ça le souci, c'est que c'était pas beaucoup mieux du côté des Rams, ouais, au niveau des blessures. Et pourtant, ils ont perdu en plus en se faisant copieusement remonter au score, hein, puisqu'ils menaient 14-0 après le premier quart-temps. Une défaite 27-24. Est-ce que, comme je l'ai lu sur beaucoup de réseaux sociaux, Seb, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter véritablement pour la saison des 49ers ? Ce qu'il y a, c'est que le calendrier des Niners, il devient particulièrement brutal dès le mois d'octobre et que laisser filer, façon de parler, ces matchs-là, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, ça risque de coûter cher. Et puis surtout, très honnêtement, qui aurait pu prédire que San Francisco serait 1-2 et au fond de la NFC West après 3 journées de championnat. C'est assez inquiétant au regard de ce qui les attend très bientôt sur le calendrier, parce que dès la semaine 6, je crois, ça devient assez violent. Il y a quasiment que des dingueries toutes les semaines. Ces joueurs-là, ces playmakers, ils vont revenir chacun leur tour, parce qu'il n'y en a aucun qui a vraiment une blessure majeure parmi eux. Mais je suis quand même inquiet pour McCaffrey. Hein. Il y a McCaffrey qui est inquiétant dans le sens où on ne sait pas exactement. On ne sait pas tout. On nous cache des choses. On nous cache des choses, monsieur. Je vous le dis.
Oui, la Terre est plate. C'est Irving, ça. Les Illuminati de la NFL nous cachent des choses sur Tout est, CMC. tout est scripté de toute façon. Alors, les points qui ont été rassurants sur ce match, d'abord, c'est la performance de Brock Purdy, puisque on passe notre temps à nous dire que sans Deebo Samuel ou sans Christian McCaffrey, il ne peut pas performer. Mais il a prouvé le contraire. 22 sur 30, 292 yards, 3 touchdowns et un rating, bien sûr, bien au-delà de 100. 137.1 exactement. Voilà, 137.1. C'est le 9e match de sa carrière dans ce type de rating. 9 et sur puis, 24, alors, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon ratio. Alors attends, parce que moi je puis, croyais qu'on avait clos le débat, hein, tu vois. Je me suis dit, c'est bon, on a clos le débat, il avait aucune de ses cibles, il fait un rating de 137 points, mais en fait il est pas clos, parce qu'on nous a répondu sur la publication qu'on a fait, oui, mais c'est quoi finalement son bilan sans ses cibles? C'est une défaite. Oui, mais bon, faut pas oublier que c'est un sport collectif, quoi. Il peut pas tout faire tout seul. C'est un sport collectif, mais là, on déplace la question. La question, c'était Brock Purdy ne peut pas performer sans ses cibles. Sans ses cibles, il a. C'est pas les 49ers. Il a performé. Voilà. On est d'accord. Voilà. Oui, mais il a performé. Il avait quand même Brandon Ayuk. Non, alors par contre, il y a un peu de question. Il faut se poser une question. Alors voilà, oui. Vas-y, Flo. Je jette le pavé dans la barre, Jackson. C'est ce que j'ai demandé, Seb, justement. Qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison de Brandon Ayuk? Bah moi, je me déco, hein, les gars, vous faites votre émission. Écoute, Flav, c'était gentil d'être passé. À plus, la semaine prochaine. Et tu passeras à la compta. Voilà. Le chef a parlé, le grand chef, le grand ordonnateur. Et c'est assez fou que ce début de saison soit aussi transparent. Après, la comédie, c'est le jeu aussi des renégociations de contrat de cet été, mais surtout pour signer en fait l'accord qui lui avait été proposé au départ. Je pense que ça prouve néanmoins que même si ces athlètes-là, en termes de préparation physique lors des négociations de contrat, ils restent au top, la préparation collective, elle est vraiment indispensable parce qu'on a l'impression, moi c'est l'impression que j'ai, c'est que Ayuk, pour le moment, il n'a pas retrouvé sa place au sein de cet effectif, alors que c'était une question qui ne se posait pas avant cet épisode. Le point rassurant, c'est que celui dont on s'attendait à ce qu'il se mette en avant en l'absence de ses playmakers, s'est mis en avant. Jauan Jennings qui fait une performance hallucinante avec 11 réceptions, 175 yards et 3 touchdowns. Rien que ça. Et alors, sachez quelque chose, Jauan Jennings, du coup, c'est le seul autre Niner avec Jerry Rice à avoir une perf à 10 réceptions et plus et 3 touchdowns. Et du coup, il a signé la meilleure perf en nombre de TD marqués sur un match par un receveur depuis Terrell Owens en 2001. Et avec tout ça, j'ajouterai que vous avez entendu dans la même phrase Jerry Rice, Terrell Owens, Jauan Jennings. Ça va pas se reproduire tous les 4 matins. Donc, surtout, prenez des notes. Mais effectivement, le bilan final du match, il tient à quoi? En fait, il tient à des erreurs. Ça tient à pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. À une accumulation d'erreurs. Tu as un field goal manqué qui pourrait permettre de se mettre relativement à l'abri. Tu as une passe droppée de Ronnie Bell sur un 3e down qui devrait clôturer le match. Il faut préciser que sur les 8 passes non complétées par Brock Purdy, on a dit qu'il était à 22 sur 30, 6 sont droppés par les receveurs des 49ers. Donc, c'est même pas des mauvaises passes. C'est des passes qui sont relâchées par les receveurs. C'est des passes relâchées par les receveurs. Et puis, tu as les special teams qui, donc, déjà, ce stop, ça redonne une possession à Los Angeles. Et puis, tu as les special teams qui se trouvent sur la couverture de punt derrière. Et fin de l'histoire. Après, bravo aux Rams et à Sean McVay qui a pas paniqué quand il s'est retrouvé mené 14-0, qui a su jouer sur ses forces et ils ont orchestré un très chouette comeback. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la conf de presse de Sean McVay tout de suite après. La première chose qu'il dit, c'est holy shit, that was close. Donc, pour ceux qui ne sont pas bilingues, peut-être traduit.
Voilà, Vas-y. bordel de c'est passé près quoi, voilà. C'est en substance ce qu'il a dit, ça c'était très amusant d'ailleurs de voir ça. Donc le résultat est particulièrement décevant. Il y a quand même des raisons d'espérer, mais il y a un calendrier qui est particulièrement sauvage qui arrive pour les Niners, hein, là. Mais je voulais souligner la performance des Rams, et on est très en forme ce soir. La performance des Rams, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la défaite des 49ers, et on nous a, alors pas reproché, mais on nous a dit, c'est vrai que faut mettre aussi en lumière ce qu'ont fait les Rams, c'est tout à fait juste, avec un effectif eux aussi décimé. Enfin, tu prends les receveurs qui ont touché au moins une réception dans le match, c'est Tutu Atwell, c'est DeMarcus Robinson, c'est Jordan Whittington, Kyren Williams, Colby Parkinson, Tyler Johnson. Ils ont joué avec 6 receveurs, dont un qui est un running back, quoi. Donc tu vois, c'est vraiment c'est pas énorme. Donc tout le mérite revient à Sean McVay, à Matthew Stafford qui a réussi à pas lâcher le match aussi. Et donc bravo aux Rams, parce que c'est clairement pas la victoire qu'on les voyait aller chercher. On fait un petit bilan de cette. J'ai oublié de demander les questions aux auditeurs. Alors tiens, je vais faire un petit message à destination de nos auditeurs. Si vous avez des questions le lundi matin, n'hésitez pas à venir les poser même spontanément. Vous venez en message privé sur The Free Agent, vous venez sur le Discord qu'on a, le Discord public qu'on a, et vous venez poser vos questions. Il n'y a aucun souci, on les relaiera dans l'émission. Le résumé, les résultats de cette 3e journée, en rappelant que dans la nuit de lundi à mardi, puisque nous enregistrons le lundi soir, il y aura 2 matchs, les Bills qui reçoivent les Jaguars et les Bengals qui reçoivent les Commanders, dont on ne connaît pas encore évidemment le score. Depuis le début de cette 3e journée, les Jets ont battu les Patriots 24-3, les Browns sont perdus face aux Giants 21-15, les Packers, on n'en a pas parlé, qui ont gagné 30-14 face aux Titans, avec notamment un très bon match de Malik Willis, un peu moins bon de Will Levis. Les Bears de Chicago qui s'inclinent 21-16 sur le terrain des Colts, avec Jonathan Taylor notamment qui a marqué un très joli touchdown, avec aussi le premier touchdown de la saison à la passe de Caleb Williams. Les Vikings qui s'imposent 34-7 face aux Texans, les Saints qui sont battus 15-12 par les Eagles de Philadelphie. Ce match-là, ce n'est pas intéressant du tout. Les Steelers... Un joli play calling. Oui, alors un joli play calling des deux côtés. Oui, c'est pour ça que je dis Bref. Les Steelers qui s'imposent 20-10 contre les Chargers, les Broncos qui s'imposent 26-7 contre les Buccaneers, les Panthers qui gagnent à Las Vegas 36-22, les Seahawks qui gagnent 24-3 contre les Dolphins, les Ravens qui battent les Cowboys 28-25, les Rams qui battent les 49ers 27-24, les Lions qui s'imposent contre les Cardinals 20-13. C'est un match qui était parti complètement en feu d'artifice et puis c'est retombé comme un soufflet, le Lions Cardinals. Et enfin les Chiefs, et ça on n'en a pas parlé dans les équipes à 3-0, qui ont battu les Falcons 22-17 avec une performance encore comment qualifions-nous ça, mi-figue mi-raisin de notre ami Patrick Mahomes, qui n'a pas été encore exceptionnel. 26 sur 39, 217 yards de touchdown, une interception. Mais les Chiefs, c'est un peu toujours pareil, hein, même quand c'est pas brillant, ça gagne. Donc bon, c'est comme ça. C'est le principe des grosses équipes, des grosses dynasties qui gagnent quand il faut gagner, même quand t'es pas bien, tu gagnes. Avec encore un très gros Rashee Rice qui s'affirme de plus en plus comme le receveur numéro 1 de cette équipe. Votre MVP de la semaine. Alors là, ça va être difficile de trancher parce qu'on a parlé de Jauan Jennings notamment, mais il y en a d'autres qui ont fait des grosses performances. Flo, ton MVP de la semaine. Moi, j'ai voulu mettre Derrick Henry. Pas besoin de préciser. Derrick Henry, très bien. Mon Yaya. La même, King Henry, voilà. Seb, il va nous choisir Jauan Jennings quand même. Eh ben non, voilà, tu vois, j'ai décidé de surprendre. Est-ce qu'il va prendre le même que moi? Non. Alors moi, j'ai pas choisi Jauan Jennings, j'ai choisi Aaron Rodgers, tout simplement parce que j'ai eu l'impression, enfin, jeudi, qu'on avait retrouvé Aaron Rodgers, 27 sur 35, 281 yards sur 8 cibles différentes.
2 touchdowns, sa première victoire pour lui au MetLife Stadium. Et moi, quelque part, je suis pas un très grand fan du bonhomme, mais ça m'a donné le sourire de le voir redevenir lui-même. Alors moi, je sais pas si c'est MVP, mais j'avais envie de le mettre en lumière parce que c'est quelqu'un que je trouve extrêmement sous-coté. Et Dieu sait s'il nous a fait mal aux Saints hier. C'est Dallas Goedert, le tight end des Eagles, 170 yards contre les Saints, 10 réceptions, 170 yards. Il lui a manqué qu'un touchdown pour parfaire la soirée. Il était pas loin d'ailleurs, à quelques secondes de la fin. Mais c'est vraiment, ça fait partie de ces tight ends dont on parle pas beaucoup, et pourtant Dieu sait s'ils sont importants. Et là, il a fait un match majuscule dans un match qui était extrêmement fermé. Il y a eu 3-0 pendant quasiment 3 quarts temps, même peut-être 3 quarts temps. Oui, c'est ça, 3 quarts temps complets. Il y avait 3-0 pour les Saints. Et c'est lui qui a débloqué avec Saquon Barkley, hein, qui fait aussi un très bon match à 147 yards, qui a débloqué la situation à eux deux. Parce que bon, ils ont pas pu compter sur un Jalen Hurts de gala, hein, donc juste débrouillé. Goedert a quand même réussi à prendre la place à Hurts, qui à l'époque était un vrai totem du côté des Eagles. S'ils ont laissé partir. Zach Hurts. J'étais sur Jalen Hurts. Non, ils jouent pas le même poste, hein, tu sais. Hurts. Zach Ertz en français, mais voilà. Et qui était un gros joueur hyper référencé du côté de Philadelphie. Tiens. Et il l'a poussé dehors. Vous voulez une tranche de vie sympathique, parce que tiens, on raconte tout à nos auditeurs, et en plus vous, je suis sûr que vous ne le savez pas, mes 3 compères là. Vous savez ce qu'on a reçu dans notre boîte aux lettres chez TF1? Vous ne devinerez jamais. On doit être vraiment d'étanche en anglais. On a reçu le guide de prononciation des joueurs par la NFL. Je jure que c'est vrai. 86... Je savais même pas que ça existait. Si, je vais te l'envoyer, je vais te le faire suivre. 86 pages avec les rosters de toutes les équipes et les prononciations en phonétique. C'est vraiment qu'on doit écorcher les noms de tout le monde. Alors, non, ça se comprend parce qu'il y a des fois des prononciations anglo-saxonnes qu'on comprend pas. Voilà, donc, il y a des fois, il y a des E à la fin, ça se dit I, d'autres pas, on sait pas. Bon, par contre, à Monra, on est à peu près les seuls à bien le dire, donc c'est pas mal, tu vois, parce que bon. Et on parle pas allemand pourtant. Et pourtant, c'est ça qui est beau. Tiens, en parlant d'allemand, on va saluer quand même la victoire du Rhein-Fire en finale de l'ELF contre les Vienna Vikings. Oui, il a fallu que les Allemands gagnent. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça, en parlant de l'ELF, demain, rendez-vous 21h30. Enfin, demain. Mardi, rendez-vous 21h30. On parle même pas de notre action du... Non, bah tu la feras après. Pour l'instant, je fais la pub pour le live. 21h30, le live spécial Tailgate ELF avec Nathieu, avec Kevin, avec Julien, avec Waïk, avec un invité exceptionnel qui sera là avec nous aussi pour parler de toute la saison 2024 des Mousquetaires. On débriefera aussi la finale et on parlera de toute cette intersaison. Vous saurez tout. Le combine des Mousquetaires, comment rejoindre les cheerleaders à la fin de la saison. Enfin bref, vous allez avoir toutes les infos. Venez nombreux, c'est un peu la fête de fin d'année pour l'ELF. Donc venez avec nous dans les commentaires, posez toutes vos questions sur cette saison 2024 et la saison 2025 qui s'annonce particulièrement intéressante. J'en profite, tant qu'on parle de l'ELF, pour saluer le trophée de joueur offensif de l'année de notre quarterback Zachary Edwards. Voilà, mon cher Yaya, tu voulais donner l'action de la semaine. Alors vas-y, fais-nous ton action de la semaine. Alors moi, c'est un jeu qu'on ne voit pas assez souvent. C'est le toss de Amon-Ra St. Brown pour Johnny Gibbs. Et j'ai trouvé ce jeu mais fabuleux. Et donc voilà, je voulais le mettre en avant. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur les réseaux sociaux, vous le trouverez. Une petite passe en arrière d'Amon-Ra. Des réceptions en fait, c'est ça qui est un petit jeu à pivot. C'est toute la magie de Dan Campbell. C'est beau. J'adore ce mec. T'as une action ou pas du tout? Parce que je vous ai pas demandé de la préparer, alors je sais pas ce qu'il nous a fait. Cette fois, là, je vais choisir Jawan Jennings qui prend une balle sur la tête littéralement d'un défenseur des Rams qui lui fait ce qu'on appelle une Randy Moss dans le milieu. Et pareil, c'est un geste qu'on voit pas très souvent et qui en plus est particulièrement bien sûr difficile à réaliser.
Flo, une action ou pas? Non. En tête, j'avais la même Jennings qui était impressionnante la réception. Ou la blessure de Justin Herbert. Non, ça j'oublie ça. C'est vache. C'est moche. C'est moche parce que il sera là contre les Chiefs. C'est très très vilain. Les Chiefs, oui, c'est le prochain rendez-vous des Chargers. Et nous, niveau rendez-vous, ce sera donc demain, enfin mardi, le live à 21h30, le live Tailgate ELF. Et ensuite, on se retrouve jeudi en podcast pour la NFL avec un petit thème sur les équipes qui sont à 3-0. Est-ce que leurs playoffs sont déjà assurés? Jusqu'où vont-elles aller? Quelle sera la dernière équipe invaincue de cette saison 2024? On en parlera mercredi avec Raph, avec Seb, avec Arthur. Et vendredi, 22h, on aura le Tailgate NFL en live avec Wake et avec Bertrand pour parler paris sportif, fantasy et preview de la 4e semaine de compétition. En plus, il y aura déjà eu le match des Giants qui se sera joué, donc on pourra parler de vrai football américain. On vous souhaite à tous une très bonne journée. On vous remercie de nous avoir écoutés. On se dit à très très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bonne journée.